Vanessa plissa les yeux sous la lumière de fin d'après-midi, sa main manucurée maladroitement refermée sur le bocal en verre que je lui avais tendu. La citronnade à l'intérieur était sûrement trop acide. Je l'avais faite ainsi exprès, vive, brute, authentique. Elle sourit malgré tout, n'en but qu'une gorgée, les yeux balayant la terrasse comme si elle ne savait pas où se poser. La chaise en osier grinça sous elle. Elle sursauta. Luc était encore à l'arrière, en train de vérifier la vanne d'irrigation. Je lui avais demandé de nous laisser quelques minutes seuls. Mes parents étaient à l'intérieur, feignant d'admirer l'étagère remplie de bocaux étiquetés à la main qu'ils avaient autrefois qualifiés de pittoresques. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, une chemise à la main, épaisse, sobre, de la couleur de la terre ancienne. Je ne parlais pas tout de suite. Je laissais le silence faire son œuvre. De là où elle était assise, Vanessa voyait les premières rangées de laitues de printemps, vertes, ordonnées, précises. Plus loin, la serre miroitait de condensation. Au-delà, la nouvelle station technologique. Elle ressemblait à une grange pour un œil non averti, mais à l'intérieur se trouvait l'avenir de l'agriculture intelligente en eau. Rien de tout cela ne correspondait à sa définition du succès. Mais ce n'était pas nécessaire. Je fis un pas sur la terrasse et déposai doucement la chemise sur la table entre nous. Ses yeux suivirent le simple mouvement comme si elle observait quelque chose tomber. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Je ne répondis pas. À la place, je m'assis en face d'elle et laissai le poisse de la chemise emplir l'air. Une brise s'éleva des champs. Elle replaça une mèche de cheveux derrière son oreille, jeta un coup d'œil vers la maison, puis se pencha en avant. D'abord, la curiosité, puis l'inconfort, puis quelque chose de plus subtil, la reconnaissance. Elle ouvrit la chemise, lentement. La première page, une évaluation formelle de notre société, co-signée par 2 partenaires en capital risque et un incubateur agrotech soutenu par une université. La deuxième, l'enregistrement du brevet du système de filtration de Luc avec mon nom inscrit comme cofondatrice. La troisième, des captures d'écran, des textos d'elle, datés, horodatés, archivés. L'un disait « Tu reviendras à genoux quand la boue t'aura usé ». Elle leva les yeux vers moi. J'inclinai légèrement la tête, sans sourire. Derrière elle, la ferme s'étendait, vaste et silencieuse. Des rangs que nous avions construits de nos mains, des matins où nous avions affronté le gel, la chaleur, le doute. Elle s'en moquait autrefois. Aujourd'hui, elle nous demandait un prêt, de la clémence. Ma voix était calme. Tu disais qu'on ne tiendrait jamais ici. Vanessa ne répondit pas. Je croisais les mains sur mes genoux et laissais de nouveau le silence combler l'espace entre nous, frais et inébranlable. Qu'elle boive la citronnade. Celle qui ne descend pas facilement. Quand j'avais 9 ans, ma mère accrocha une de mes peintures au doigt sur le frigo, comme s'il s'agissait d'une carte de condoléances. Elle l'appela abstraite, puis jeta un coup d'œil vers le trophée d'orthographe de Vanessa posé sur le comptoir, comme si c'était ça, la vraie œuvre d'art. J'ai très tôt appris à lire les silences plus forts que les mots. Ma place n'a jamais été au centre, toujours sur les bords. Une curiosité, quelque chose qu'on tapote gentiment sur la tête avant de l'écarter des invités bien mis. Vanessa portait son ambition comme un manteau sur mesure. La mienne, je la portais comme une écharpe de seconde main, chaude mais sans importance. On me disait « créative ». C'était le mot qu'on utilisait à la place de « capable ». Lors des réunions parents-professeurs, les enseignantes disaient que j'étais intuitive, sensible, un peu rêveuse. Les bulletins de Vanessa avaient des puces. Les miens, des adjectifs. Je ne crois pas que mon beau-père en ait jamais lu un en entier sans regarder sa montre. J'étais l'enfant projet artistique. C'est ainsi que ma mère m'a décrite un jour lors d'un dîner. Je m'en souviens parce qu'elle riait en le disant, son vin ondulant dans son verre, l'autre main posée sur l'épaule de Vanessa. « Vanessa, c'est notre étoile », avait-elle dit. « Aubrey, c'est notre petite expérience. » Ils disaient que c'était affectueux. Un compliment, selon eux, je ne les ai jamais crus. Quand je suis arrivée à la fac, j'avais appris à garder mes réussites pour moi.
tandis que Vanessa enchaînait 3 majeurs et envoyait des photos de symposiums d'affaires en Suisse, moi, je décrochais un stage concurrentiel en marketing et je payais mon propre loyer. Mais personne ne posait de questions à ce sujet. Ma mère s'illuminait dès qu'on prononçait le prénom de Vanessa. Elle, faites un stage chez Bain cet été, disait-elle. Son copain est dans le capital investissement. Quand j'ai présenté Luc pour la première fois, avec de la boue encore sur ses bottes et les mains calleuses du travail, mes parents ont souri comme si on venait de recueillir un chien errant. Il est gentil, ai-je dit, parce qu'il l'était. Parce que la gentillesse aurait dû compter plus que les intitulés de poste, mais il ne m'écoutait qu'à moitié. Ma mère servait du vin. Mon beau-père demanda si Luc avait déjà pensé à reprendre ses études. Après le dîner, Vanessa m'a coincée dans la cuisine, son ton mielleux. « Il est mignon dans un style rustique », dit-elle en sortant une bouteille de San Pellegrino du frigo. « Très film de Noël sur M6. C'est quoi le plan? Partir vivre dans un chalet et tricoter des pulls? » Je n'ai rien répondu. J'en avais assez de tenter de traduire mon bonheur dans une langue qu'il comprenait. Je savais ce qu'il pensait, que c'était une phase, que j'allais épouser l'agriculteur, jouer à la maison quelques années, puis reprendre mes esprits. Il ne savait pas que j'étais en train de construire quelque chose, pas une phase, une vie. Et quand il s'en rendrait compte, l'échafaudage serait déjà trop haut pour l'atteindre. La lettre d'admission de Vanessa à Wharton est arrivée avec un sweat brodé à ses initiales et un brunch de célébration. Ma mère avait commandé des cupcakes personnalisés avec des feuilles de lierre en pâte à sucre. Mon beau-père porta un toast sur l'héritage familial. Même le chien portait une écharpe aux couleurs de l'école. Quand j'ai été acceptée au programme de commerce de l'Université de Clermont-Ferrand, sans fanfare, sans annonce, je leur ai dit au dîner. Ma mère a hoché la tête, à moitié attentive, tout en faisant défiler l'écran de son téléphone. « C'est dans le Massif central, non? » demanda-t-elle. Mon beau-père se racla la gorge. « Un bon plan B, dit-il. Puis, il me demanda si j'avais pensé à retenter HEC. Non, ce à quoi j'avais pensé, c'était à l'espace. L'air. Une terre qui ne m'étouffait pas. Ce premier semestre, j'ai rencontré Luc lors d'un salon étudiant sur le développement durable. Il n'était pas tape à l'œil, grand, discret, avec des mains qui semblaient connaître le vrai travail. Son stand, c'était une simple table pliante avec un ordinateur portable, quelques maquettes d'irrigation et une pancarte dessinée à la main, des innovations concrètes pour des fermes réelles. Je me souviens d'être restée plantée là trop longtemps, faisant semblant d'analyser un schéma juste pour qu'il continue à expliquer son fonctionnement. Il ne cherchait pas à impressionner. Et c'est ce qui m'a impressionné. On a pris un café après le salon, puis on a commencé à échanger nos notes, puis nos week-ends, puis nos projets. Quand il m'a emmenée chez lui, à la ferme, je m'attendais à quelque chose de délabré. Ce que j'ai trouvé, c'était un plan. Une terre dure, oui, mais pleine de potentiel inexploité. Du genre qui ne crie pas, mais qui murmure « Construit ici ». J'ai annoncé à ma famille que je déménageais après l'obtention de mon diplôme. Ma mère s'est figée, sa fourchette en l'air. « À la campagne ?» demanda-t-elle, comme si c'était une insulte. Vanessa leva les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour ricaner. « Tu laisses tomber une carrière en marketing pour cultiver du chou cale? » C'est à ce moment-là que tout était devenu limpide. Il croyait que j'abandonnais, mais moi, je semais. Luc et moi avons vécu 1 an dans la petite maison à l'arrière, réparé les clôtures, conservé les factures, affronté les dettes, les doutes et les hivers rudes. On a appris en faisant. Échouer vite, échouer souvent. Mais la terre a commencé à nous rendre. Vanessa, pendant ce temps, postait depuis les toits de Paris, coupe de champagne, yoga au lever du soleil, conférences avec buffet traiteur. Son LinkedIn ressemblait à une bande-annonce. Le mien restait muet. Je n'avais pas besoin de mettre à jour mon intitulé de poste pour sentir le changement. Je le voyais dans nos mains, le hâle plus profond chez lui, plus d'assurance chez moi. On s'est fiancés dans la serre, les genoux dans la terre, le souffle brouillant les vitres. Pas de photographe, juste nous. Quand je l'ai annoncé à ma famille, Vanessa a répondu par texto. «
Bague pleine de terre ou juste les genoux? Une blague, dit-elle plus tard, quand je l'ai confrontée, mais je m'en suis souvenue, parce que les choses que les gens disent quand ils pensent être au-dessus de vous, ce sont celles qu'ils ne s'attendent jamais à vous voir garder. Mais moi, je les ai gardées. Chaque mot, tassé, comme la terre autour d'une graine. Nous avons célébré le mariage sous une grande tente blanche tendue dans le verger, la lumière du début d'été filtrant à travers les branches comme quelque chose de sacré. Les tables étaient faites main, des planches poncées et teintées par le père de Luc, des centres de table remplis d'herbes de notre jardin. Pas de cristal, pas de salle de réception, juste de longues rangées de proches assis entre les poiriers, les abeilles dérivant paresseusement dans l'air. Je portais de la dentelle, souple et sans structure, les manches remontées jusqu'au coude au moment où le soleil s'est couché. Luc me regardait comme si j'étais la seule chose dont il aurait jamais besoin. Je me souviens d'avoir pensé à quel point cette joie était silencieuse, pas tapageuse, pas éclatante, juste réelle, du genre qui ne demande pas à être validé. Mes parents sont arrivés le matin même. Vanessa est venue en retard, sa robe encore marquée par le cintre du pressing. Elle portait des talons faits pour le bitume, pas pour la terre, et fronçait les sourcils au sol comme s'il l'avait insultée personnellement. Ma mère s'affairait autour d'elle tandis qu'elle avançait prudemment sur le sentier, serrant contre elle une pochette monogrammée comme si elle pouvait l'élever au-dessus du désordre. L'oncle de Luc faisait griller du saumon sur des planches de cèdre. Nos amis de la coopérative avaient apporté du pain frais, des seaux de fleurs des champs et un trio folk qui jouait sans micro. Les gens dansaient pieds nus dans l'herbe. J'ai ri jusqu'à en avoir mal au visage. Et puis est venu le toast. Vanessa s'est levée, grande et élégante dans une robe couleur champagne. Elle a tapoté son verre délicatement, son sourire large et éclatant. « À Aubrey, a-t-elle commencé, la voix toujours aussi fluide, qui a toujours su faire les choses autrement, et à Luc, merci de l'aimer à travers toutes ces expérimentations. » Des rires discrets ont traversé la tente. Mes doigts se sont légèrement resserrés autour de mon verre. « Mais vraiment, a-t-elle continué, on dit que l'amour pousse là où on le plante. Et ces deux-là, ils ont transformé la boue en magie. » Elle leva son verre plus haut, à ce couple qui a toujours su jouer dans la terre. Cette fois, les rires furent plus francs, de ceux qui piquent parce qu'ils restent polis. J'ai aperçu ma mère sourire, ce genre d'expression pincée qui signifie « ne fais pas d'esclandre ». Je n'en ai pas fait, j'ai souri aussi, j'ai bu une gorgée de vin et j'ai verrouillé ça. Plus tard, Luc s'est penché vers moi et a chuchoté. « Tu veux que je la fasse trébucher sur la piste de danse? » J'ai ri, mais ma mâchoire est restée tendue. Cette nuit-là, bien après que les lumières se soient éteintes et que la musique se soit tue, je suis restée pieds nus sur le perron, avec une part de tarte, et j'ai regardé les lucioles s'éparpiller au-dessus du champ sombre. Ils n'avaient pas vu le travail derrière la beauté, pas vu les ampoules du matin, les dossiers de subvention, les soirs sans rien. Ils voyaient de la boue. Boueur. Ils y ont porté un toast, mais je les ai laissés faire. Parce que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire, c'est laisser quelqu'un vous sous-estimer et s'en souvenir. Le premier été après le mariage, on a failli perdre le champ ouest. Une vanne d'irrigation a cédé pendant une vague de chaleur et on ne s'en est pas rendu compte pendant 2 jours. Les rangées de laitues se sont flétries sous le soleil, la terre était sèche et fissurée. Luc jurait à voix basse, la sueur assombrissant le dos de sa chemise. Je serrais ma planchette, les mâchoires crispées, essayant de forcer les chiffres à avoir un sens. Cette semaine-là, on dormait par roulement, l'un dans le champ, l'autre à cataloguer les pertes, recalculer les calendriers de livraison. Je me souviens de m'être agenouillée dans la terre avec une lampe torche à minuit, les mains à vif à force de replanter, en pensant « voilà à quoi ressemble l'amour quand personne ne regarde ». Pas de brunch traiteur, pas de post LinkedIn, juste de la ténacité. L'échec est devenu une sorte de rythme, pas une défaite, une résistance. Et la résistance nous a appris à durer. On a commencé petit, en expérimentant avec des plantes locales,
en adoptant des cycles d'arrosage à l'aube, en réutilisant les grises. Luc griffonnait des schémas dans les marges des catalogues de semences. Moi, je dessinais des plans marketing sur des tickets de caisse et des prospectus. Un soir, après une longue journée dans la serre, Luc est sorti avec un prototype en carton. « Je crois que j'ai trouvé, » dit-il, les yeux brillants malgré l'heure. « Le problème du ruissellement, si on peut rediriger la collecte sous la ligne racinaire, on réduit le gaspillage de moitié, peut-être plus. » J'ai regardé ce fouillis de tuyaux et de vannes, puis son visage. « Teste-le, » ai-je dit. Il l'a fait. Ça a pris des mois, une douzaine de faux départs. Mais ça a marché. C'était le début. On ne l'a pas annoncé. On a juste continué. J'ai réécrit nos dossiers de subvention. On a postulé à des financements pour innovation à petite échelle, puis réinvesti chaque centime dans la technologie. Pendant que Vanessa postait des photos de dîner sur les toits et de panels d'experts, je livrais à la main des dossiers de présentation aux coopératives locales, la sueur encore au col. On a ajouté une serre, puis une autre, puis un site pilote à faible coût pour tester l'écoulement de l'eau sur différents types de sols. Des agriculteurs du coin sont passés poser des questions. Une équipe universitaire nous a contactés, curieuse de nos données, et pourtant, je n'ai rien dit à ma famille, pas par rancune, par choix. Ils n'écoutaient pas quand j'ai essayé d'expliquer. Je ne leur devais plus de traduction. On a déposé le premier brevet à nos deux noms. Luc a hésité. « Tu es sûr? » demanda-t-il. « C'est toi qui as géré les subventions. Moi, j'ai juste construit ce que tu avais imaginé. » On l'a construit, ai-je dit, ensemble. Et on a continué à bâtir, discrètement, constamment. J'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux de Vanessa, arrêté d'attendre un message qui ne venait pas. La ferme grandissait, et nous aussi, pas plus fort, mais plus profondément. Et ce genre de croissance n'a pas besoin d'applaudissements, elle a juste besoin de temps. Le brevet est arrivé par la poste un jeudi, une fine enveloppe blanche avec un sceau officiel, pliée avec une précision bureaucratique. Luc l'a posé sur la table de la cuisine comme si c'était fragile. On n'a rien dit d'abord. Les mots sur le papier étaient simples, secs, juridiques. Mais sous les formalités, cela voulait dire une chose. Le système qu'on avait construit ensemble, des bouts de tuyaux, des récupérateurs de pluie recyclés, des mois d'essais et d'erreurs, était désormais à nous. Protégé, enregistré, reconnu. Luc fit glisser son pouce sur le bord de la page. « Ça n'a pas l'air de grand-chose, » dit-il. « Pas besoin, » ai-je répondu. « On sait ce que c'est. » Ce soir-là, on a fait des pâtes et ouvert une bouteille de vin qu'on gardait de côté. Rien de sophistiqué. Juste une célébration discrète du genre qui n'a pas besoin de photos, ni de publications, ni de preuves. Le brevet a tout changé. Il nous a donné de la crédibilité, quelque chose dont on ne s'était pas rendu compte qu'on manquait, jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Soudain, les appels de l'université se sont multipliés. Les programmes agricoles nous ont invités à prendre la parole. Les coopératives ont voulu participer. On a concédé la technologie à 3 exploitations cet automne-là. Des contrats modestes, peu de frais, mais constants, fiables. J'ai refait le site Web, construit une nouvelle présentation, obtenu un partenariat avec une association d'agriculture durable basée à Lyon. Ils nous ont offert un soutien marketing, des conseils en politique publique et des connexions qu'on n'aurait jamais imaginées. La ferme n'était plus seulement une ferme, c'était devenu un modèle. Les gens venaient voir comment on faisait. Des étudiants en sortie pédagogique, des journalistes de la presse locale, une équipe de tournage un jour pour un documentaire sur l'accès à l'eau et la résilience climatique. Ils nous ont interviewés dans le verger, à côté d'un boîtier de capteurs que Luc avait fabriqué avec des pièces de quincaillerie récupérées, et pourtant, on a gardé la maison modeste, le vieux camion, un ton humble, pas par camouflage, parce qu'on n'avait pas besoin de vacarme. On a embauché 2 saisonniers, un lycéen en stage, ajouté un petit bureau au fond de la propriété. Le soir, je scrutais les chiffres, indicateurs, factures, prévisions, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais connu avant. La stabilité.
celle qui ne chancelle pas quand le temps change. On n'était pas riche, pas au sens de Vanessa, mais on était à flot, évolutif, et pour la première fois, en sécurité. Je ne l'ai pas dit à ma famille, pas encore. Ma mère envoyait toujours des cartes d'anniversaire en retard, avec des messages tout faits du commerce sur le thème de suivre ses rêves. Vanessa n'avait pas envoyé de message depuis plus d'1 an. Je savais ce qu'elle pensait, que je jouais à la pionnière sur un bout de terre, que je finirais par revenir. La queue entre les jambes, honteuse. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais déjà là où elle ne pourrait pas me suivre. Pas parce que c'était la campagne, mais parce que c'était vrai. Et la réalité, une fois enracinée, n'a pas besoin de permission pour grandir. À la 3e année, on a arrêté de se présenter comme agriculteur. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était juste exact. Notre travail restait ancré dans la terre, mais l'échelle avait changé. On était devenus consultants, développeurs tech, partenaires dans un programme national pilote pour les systèmes résilients à la sécheresse. Mais on passait encore nos matins en bottes, les mains dans la terre, à arpenter les rangées comme si c'étaient de vieux amis. Le succès n'est pas arrivé d'un coup. Il s'est faufilé doucement, comme la lumière à travers un rideau, jusqu'au jour où on a levé les yeux et vu les choses autrement. Nos revenus trimestriels dépassaient ce qu'on avait gagné pendant toute la première année. On a décroché une nouvelle subvention, cette fois soutenue par l'État, et lancé un modèle d'abonnement pour nos services agrotech. J'ai mis en place des modules de formation pour les services agricoles locaux afin d'enseigner aux petits exploitants comment adopter notre système sans vider leurs économies. Luc a affiné le design pour la production à grande échelle. On a réinvesti, amélioré, agrandi, mais on n'en a jamais parlé en ligne, pas une seule fois. Je n'ai jamais partagé de photos de la nouvelle serre, ni de l'accord signé avec une coopérative en Provence. Je n'ai pas annoncé notre intervention à un colloque régional sur le climat, pas parce que je le cachais, parce que j'aimais le silence. Le silence nous laissait de la place pour penser, pour planifier, pour grandir sans interférence. Vanessa, elle, avait toujours été bruyante. Sa vie se déroulait en instantanés soigneusement choisis, apéro mondain, balcon de resort, partenariats de marque, selfie sur scène. Le cabinet de son mari organisait des galas avec sculptures de glace et huîtres servies sur plateau. Ma mère envoyait des liens vers les pages société, soulignant le nom de Vanessa, comme si elle collectionnait des points. Je souriais poliment. Je ne mentionnais jamais le brevet. Jamais non plus l'accord de licence à 6 chiffres signé cet automne-là. Ils croyaient toujours que je jouais à la fermière dans la boue. Je les laissais croire. Il y avait une force à être celle qu'on néglige. Ils pensaient que je ne pouvais rien leur apporter, ce qui voulait dire qu'ils ne posaient pas de questions. Et ça me donnait l'espace pour construire sans pression. On avait tout ce qu'il nous fallait, la terre, l'amour, l'avantage. Et pourtant, parfois, je le sentais au fond de moi. Ce tiraillement, ce manque discret. Pas de leur approbation, mais de la version de moi qu'ils n'avaient jamais vue, celle qu'ils n'avaient jamais voulu voir. Mais j'avais appris quelque chose ici, parmi les rangées, la pluie et les longues journées. Certaines reconnaissances ne viennent pas sous forme d'applaudissements, elles viennent sous forme de confiance, de paix, de la certitude de ce qu'on a bâti, même si personne n'applaudit quand on le plante. Et au final, ce n'était pas l'ovation que je cherchais, c'était la clarté. Et ça, je l'avais. Les gros titres sont tombés un mardi. Luc était dans la grange, en train de remplacer un support de panneau solaire, quand mon téléphone a vibré avec une alerte info. J'étais agenouillée près des carrés d'herbe, en train de tailler la sauge. Le titre a clignoté sur l'écran comme sorti d'un polar juridique. Fonds spéculatifs visés par une enquête de l'AMF. Délit d'initié, compte offshore, témoignage de lanceurs d'alerte. J'ai cliqué une fois, parcouru les lignes, trouvé les noms à mi-page, le mari de Vanessa, son cabinet, ses initiales, une déclaration complète de l'autorité. Je ne bougeais pas pendant longtemps. Le vent faisait frissonner les hautes herbes derrière moi. Une abeille planait près du romarin, indifférente. J'ai relu l'article, puis j'ai remis le téléphone dans ma poche et repris la taille.
À la fin de la semaine, c'était partout. Sites financiers, blog à scandale, même une chronique matinale sur France Inter. Le cabinet s'effondrait par étapes, avoir gelé, plaintes déposées, dirigeants convoqués. L'expression humiliation publique revenait chaque jour. Le compte Instagram de Vanessa est devenu muet. Plus de brunchs en terrasse, plus de pauses de yoga accompagnées de légendes sur l'équilibre et la stratégie. Juste rien. Il a fallu 5 jours avant que ma mère appelle. Elle n'a pas commencé par les nouvelles. Juste quelques banalités, des questions sur la ferme, la météo, la rotation des cultures, comme si elle s'était toujours intéressée. Puis, le virage. On se demandait, dit-elle, d'un ton léger, détaché, si toi et Luc pourriez nous aider, juste temporairement, juste un prêt. Voilà, pas d'excuses, pas un mot sur les années où ils ont levé les yeux au ciel face à notre travail, où ils ont rabaissé notre vie, comme petite rurale en dessous d'eux. Juste une demande, formulée comme une évidence. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Puis j'ai raccroché et suis restée à la fenêtre, regardant Luc marcher entre les rangs, les épaules droites, inconscient du basculement qui venait d'avoir lieu. 2 jours plus tard, Vanessa a envoyé un message. Long, poli, maîtrisé, comme toujours. Elle ne parlait pas directement de l'enquête. Juste que les choses avaient été compliquées et qu'il cherchait à conserver la maison de plage familiale pour des raisons de patrimoine. Elle suggérait qu'on parle de professionnel à professionnel. Professionnel. Comme si, désormais, on parlait la même langue. J'ai fixé le message longtemps, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, sorti le fichier d'évaluation, imprimé le certificat de brevet et commencé à constituer un dossier. Pas parce que j'avais besoin de leur prouver quoi que ce soit, mais parce que, pour une fois, c'était eux qui demandaient quelque chose. Et cette fois-ci, ce n'était pas moi qu'on prenait au dépourvu. Ils sont arrivés dans une seule voiture, un SUV de location trop clinquant pour l'allée de gravier. Vanessa est sortie la première, ses lunettes de soleil trop grandes pour le ciel couvert, son manteau ceinturé à la taille comme si elle descendait d'un train de banlieue et non d'un empire en ruine. Ma mère a suivi, serrant un cabas en cuir, les lèvres pincées dans un optimisme forcé. Mon beau-père avançait plus lentement, tête baissée, mains dans les poches. Je les ai accueillis sur le perron, le tablier encore noué autour de la taille, de la farine sur les doigts. Je préparais la pâte pour les livraisons du marché de demain. Vanessa a jeté un coup d'œil à mes mains comme si elles lui étaient étrangères. « Occupée » a-t-elle demandé. « Toujours » ai-je répondu, en tenant la porte moustiquaire ouverte. « Entrez » Ils ont franchi le seuil comme s'ils risquaient de les mordre. J'ai servi de la citronnade, même recette, même bocaux, pas de glaçons. Vanessa s'est assise raide sur le canapé, jambes croisées, les yeux sautant d'un mur à l'autre. Ils étaient couverts de photos, des champs en fleurs, des schémas techniques de Luc, des articles encadrés sur nos subventions. Personne n'a rien dit. Après quelques politesses, la météo, la ferme, ils sont passés aux choses sérieuses. On demande juste un petit coup de main, dit ma mère, la voix prudente, comme si elle marchait sur l'eau. Temporaire, juste de quoi garder la maison pendant que tout se stabilise. La maison de plage, tu te souviens, ton père l'a construite de ses mains. Ce n'est pas vrai, un entrepreneur l'a fait. Mais le mythe était plus facile à vendre. Vanessa prit le relais, souriant comme si elle possédait encore le monde. Ce n'est pas de la charité, dit-elle, juste un relais financier intelligent. Je sais que vous avez bien réussi ici. Son ton oscillait entre condescendance et incrédulité. On vous rembourserait dans l'année, ajouta-t-elle. Vous protégeriez un bien familial. C'est ce que ferait tout entrepreneur à succès. Encore ce mot, entrepreneur, comme un costume qu'elle venait de réaliser que je portais depuis le début. J'ai hoché la tête lentement, puis je suis allée dans la pièce à côté. Je suis revenue avec une chemise. Pas de fioritures, pas de monogramme, juste du carton. Et pleine. Je l'ai posée sur la table basse. Voici l'entreprise dont vous parlez, ai-je dit calmement. Notre évaluation, les dépôts de brevets, les partenariats actifs, nos sources de revenus. Vanessa a cligné des yeux. J'ai ouvert la chemise, tourné jusqu'au résumé d'évaluation,
glisser la page vers elle. Puis, les captures d'écran, des messages d'elle, se moquant de la ferme, me traitant de gâchis de diplôme. Je ne les ai pas lus à voix haute. J'ai simplement tourné la page et laissé le silence faire son œuvre. Ma mère fixait les chiffres. Mon beau-père détournait les yeux. Quand Vanessa a enfin parlé, sa voix avait perdu son tranchant. « Pourquoi tu nous montres ça? » « Pour répondre à ta question, ai-je dit. Ce n'est pas de la charité, c'est du travail, un héritage, et nous ne sommes pas une banque. Ma mère s'est penchée, suppliante maintenant. Aubrey, pense à la famille. J'y pense, ai-je dit. C'est vous qui m'avez appris ce que signifie la loyauté familiale. J'ai refermé la chemise. Et je l'applique. Ils ne sont pas partis tout de suite. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. La chemise reposait entre nous, refermée à présent, mais étrangement plus lourde. Vanessa regardait ses mains comme si elles ne lui appartenaient plus. Les lèvres de ma mère s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Mon beau-père se racla la gorge et ajusta sa montre, comme si le temps pouvait l'excuser de cet instant. Je me levai, pas brusquement, juste assez pour signaler que la conversation était terminée. « Vous voulez encore un peu de citronnade? » demandai-je. Vanessa cligna des yeux. « Non, non. » Je me dirigeai vers la cuisine malgré tout, sans attendre de réponse. Derrière moi, j'entendis le grincement doux du canapé quand ils se levèrent, le frottement des pieds sur les vieilles lattes de bois. Je ne me pressais pas. Je les laissais partir à leur rythme. Laissais le poids de leurs demandes les accompagner jusqu'en bas des marches du perron. Luc entra par la porte arrière, les bottes couvertes de boue, les manches retroussées. Il me regarda, puis jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule vers la voiture dans l'allée. « Ils sont venus? » demanda-t-il. J'acquiesçai. Ils sont repartis. Il se lava les mains à l'évier pendant que je remettais la carafe au frais. Pas de questions. Pas de commentaires. Juste cette compréhension silencieuse qu'on acquiert en aimant quelqu'un assez longtemps pour voir ce qu'il apportait. « Ils ont dit quelque chose d'utile? » demanda-t-il après un moment. « Rien que je n'attendais pas, répondis-je. On n'en reparla pas ce soir-là. On dîna sur le perron, regardant le ciel passer du lavande au gris cendre. Quelque part, au-delà des arbres, un renard appela dans le crépuscule. Luc servit du vin. Je laissai mes épaules se détendre pour la première fois de la journée. Dans les jours qui suivirent, aucun appel de relance, aucune nouvelle demande, juste un silence étrange, résonnant. Les réseaux sociaux de Vanessa restèrent muets. Mes parents ne laissèrent pas de messages vocaux. Le silence ne ressemblait pas à de la paix, il ressemblait à une retraite. Les rumeurs finirent par circuler. La maison de plage fut mise en vente en ligne. Les voitures de luxe disparurent. Le condo en ville ne fut pas mentionné dans le prochain mail familial, arrivé ponctuellement de ma mère, enjoué et vague. Elle ne demanda pas comment nous allions. Elle n'en avait pas besoin. Le dernier message que je reçus jamais de Vanessa arriva 2 semaines après leur visite. Il disait « Je ne m'attendais pas à ça de ta part. » Je ne répondis pas. Ce qu'elle voulait dire, c'était « Je pensais que tu serais encore assez douce pour dire oui. » Ce qu'elle apprit, c'est que douce ne veut pas dire faible. Douce peut fixer des limites. Douce peut se faire acier quand le moment l'exige. La chemise est restée sur mon bureau un moment après ça. Pas comme une menace, pas comme un trophée, comme une preuve que je n'avais jamais eu besoin de leur reconnaissance, juste de la liberté de dire non. Et maintenant, je l'avais. Le perron était encore humide le matin après leur départ. Je suis sortie avec mon café et je suis restée pieds nus, regardant la brume glisser bas sur les champs. Les chaises étaient toujours là, désormais vides, un léger cercle d'humidité, là où les verres avaient reposé. Vanessa ne s'est pas retournée en montant dans la voiture. Elle bougeait comme quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'être écarté, comme si ses talons n'avaient jamais touché la terre avant ce jour-là. Mes parents ont suivi, la tête basse, pas vraiment par honte, mais dans quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Le genre qui arrive trop tard pour avoir de l'importance. Je n'ai pas fait signe. Je suis juste restée sur les marches avec la chemise serrée contre moi,
et j'ai laissé la porte moustiquaire se refermer derrière moi. Ils sont partis lentement, les pneus crissant sur le gravier, le silence les suivant comme une traînée de fumée. Je les ai regardés jusqu'à ce que le virage les avale entièrement. Luc est arrivé derrière moi, sa main posée doucement dans mon dos. Il ne m'a pas demandé ce qu'ils avaient dit. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement regardé les champs avec moi, notre souffle visible dans l'air du matin. « Froid pour le printemps », dit-il. J'ai hoché la tête. Bon pour la terre, quand même. On n'a plus parlé d'eux. Dans les semaines qui ont suivi, le délitement a continué. Le nom de Vanessa a disparu des organigrammes. Les médias ont cessé de publier sa photo. Les clichés de vacances ont disparu de ses réseaux, remplacés par du vide. Les nouvelles de ma mère ont cessé d'arriver tout court. Il n'y a pas eu d'excuses, pas de lettres, pas d'appels, juste le silence. Ce silence, autrefois, faisait mal. Me faisait me demander si j'en avais fait assez, si j'avais expliqué clairement, parlé posément, laissé une place à la rédemption. Mais plus maintenant. Maintenant, il semblait mériter. Je n'avais plus besoin d'être la fille qui se tordait pour devenir lisible. Je n'avais plus besoin de justifier mes choix auprès de ceux qui avaient déjà écrit leur propre version de ma vie. Luc et moi avons signé un nouveau partenariat ce printemps-là, un contrat de distribution avec une coopérative alimentaire côtière qui allait tripler notre rendement saisonnier. Nous avons embauché 3 nouveaux membres. L'agrandissement de la serre a commencé la même semaine où la vente de la maison de plage a été finalisée. Je ne m'en suis pas vantée. Je ne l'ai dit à personne. Mais ce soir-là, je suis restée au bord de la propriété, les mains dans les poches, regardant le soleil disparaître derrière les collines. La terre avait un air différent, d'une manière subtile. Pas plus vaste, juste plus vraie, comme si elle m'appartenait d'une façon dont rien ne m'avait jamais appartenu auparavant. Je n'avais pas besoin de leur respect, j'avais le mien, et je l'avais construit sans leur bénédiction, pierre par pierre, graine par graine, sans un mot. Je ne consultais jamais les réseaux sociaux de Vanessa intentionnellement. Mais les gens parlent. Des amis de fac, d'anciens collègues, une voisine qui la suivait encore pour ses tenues inspirantes et ses brunchs mis en scène. Petit à petit, les nouvelles se sont faites silencieuses. Les publications ont cessé complètement à la mi-été. La dernière image était une photo floue d'elle devant une rue bordée de palmiers, légendée vaguement sur le thème de la résilience. Puis, plus rien. Le compte s'est éteint, les commentaires sont restés ouverts un moment, des abonnés demandant ce qui s'était passé, quand elle reviendrait, si elle allait bien. Personne n'a répondu. Finalement, le compte a été supprimé. La maison à Biarritz a été vendue en août. Le duplex à Paris a suivi en octobre. Le nom de son mari a discrètement été retiré de plusieurs conseils d'administration. J'ai entendu murmurer qu'ils s'étaient séparés. Mais personne n'a prononcé le mot divorce. Ma mère refusait toujours de dire son nom à voix haute. Elle m'a appelée une fois, à l'automne, pour me demander si je voulais parler. Je ne voulais pas. La vérité, c'est que je ne me sentais ni triomphante ni vengée. Je me sentais paisible, parce que ça n'avait jamais été une question de vouloir les voir échouer. C'était une façon de prouver, à moi-même, plus qu'à quiconque, que je n'avais pas besoin d'eux pour réussir. Cet automne-là, j'étais plongée jusqu'au cou dans les préparatifs, les nouveaux contrats d'irrigation, une intervention à une conférence sur le climat. J'ai conçu un programme de formation pour les agriculteurs de la région souhaitant adapter leur système. Luc a commencé à collaborer avec des ingénieurs sur un modèle de 2e génération. La ferme prospérait. Nos journées étaient longues, mais stables. Les matins commençaient avec le givre et se terminaient avec la paperasse, le ronronnement des machines et le bruissement discret des bottes sur la terre. Je dormais profondément. Je mangeais bien, je riais souvent, je me sentais comme quelqu'un enraciné dans sa propre vie, pas en train de la jouer, pas en train de la défendre, juste en train de la vivre. Le nom de Vanessa a cessé de revenir dans les conversations. Avec le temps, même les rumeurs se sont éteintes. Elle est devenue une leçon sans narrateur, un nom lié à des articles que plus personne ne citait.
Même mes parents ont fini par la laisser glisser à l'arrière-plan de leur récit, parlant vaguement de la situation ou de tout ce qui s'est passé l'an dernier. Ces dames ne se sont jamais excusés. J'ai cessé d'en avoir besoin. Parfois, j'imaginais ce que Vanessa pouvait faire, où elle était allée. Si elle avait repensé à ce jour sur mon perron, à la chemise, aux chiffres, aux mots qu'elle ne pourrait jamais reprendre. Mais la plupart du temps, non. Il y avait trop de vie ici, trop de preuves que ce qu'ils avaient autrefois tourné en dérision, mes choix, mon rythme, mes mains couvertes de terre, était devenu quelque chose d'indéniable. Pas tape à l'œil, pas bruyant, mais réel. Et au final, c'était la seule chose qui durait. Au printemps, le verger bourdonnait. Les abeilles allaient de fleur en fleur. Le sol se réchauffait lentement sous nos bottes. Et les nouveaux stagiaires, ils étaient 3, pleins d'enthousiasme et le regard vif, prenaient des notes pendant que Luc expliquait l'efficacité de l'eau dans la préparation précoce des sols. Je les observais depuis le bord du champ, planchette en main, un sourire discret aux lèvres. Voilà à quoi ressemblait la croissance désormais. Pas seulement le rendement ou le profit, mais la présence, la continuité. Un système conçu non seulement pour durer, mais pour transmettre. Nous avions signé un partenariat de 3 ans avec une coopérative régionale, fournissant à la fois des produits et des services de conseil. C'était la première fois que nous étendions officiellement nos activités au-delà de nos propres champs. Je dirigeais les appels d'intégration, répondais aux questions stratégiques, guidais les partenaires à travers notre technologie, ligne par ligne. Luc s'occupait des spécifications, moi de la vision. Nos soirées étaient remplies de paperasse et de discussions sur le perron, des carnets ouverts à côté de bols de soupe, notre chien roulé en boule sous la table. Nous ne dirigeons plus seulement une entreprise, nous construisions quelque chose de plus grand que nous. Un matin, une représentante du ministère de l'Agriculture est venue visiter la ferme. Elle m'a serré la main fermement, posé des questions pertinentes et à la fin de la visite, elle a dit « Vous êtes en avance sur votre temps. » Je l'ai remerciée. Je n'ai pas dit ce que je pensais, que nous n'étions pas en avance, juste constants. Et la constance, quand personne ne regarde, ressemble beaucoup à de l'oubli. Mais ce n'en est pas, c'est de l'investissement. Cette saison-là, nous avons planté un nouveau bosquet à l'ouest, 10 hectares, des cultures locales, un site pilote pour une étude sur la résilience climatique à laquelle on nous avait invités à participer. J'ai commandé une nouvelle paire de gants de travail et étiqueté un classeur neuf. C'était comme ouvrir un nouveau chapitre. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Ils n'avaient pas appelé depuis des mois. Même lorsque le communiqué de presse est paru, notre partenariat cité, la ferme mentionnée dans une revue agricole, aucun message n'est venu. Rien d'étonnant. Ils n'ont jamais su comment célébrer ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais ils ne me manquaient pas. La vérité, c'est que ce n'était plus le cas depuis longtemps. Plus nous avancions dans cette vie, celle qu'on avait bâtie avec des mains fatiguées et des réveils à l'aube, plus je réalisais à quel point je n'avais plus besoin des anciennes définitions. Du succès, de la valeur, de la famille. J'avais des racines, désormais, de vraies, plantées non pas dans la validation, mais dans le travail. Et chaque fois qu'une graine prenait racine dans cette terre, je repensais à quelque chose que Vanessa avait dit un soir de dîner familial. « Tu vas t'épuiser à vouloir prouver quelque chose. » Elle avait à moitié raison. Je me suis épuisée, mais pas jusqu'à m'éteindre, jusqu'à passer à travers. Et de l'autre côté, j'ai trouvé quelque chose qu'aucun applaudissement ne pouvait m'offrir. Une vie que je n'avais pas besoin de défendre, juste une que je pouvais continuer à vivre. Le message vocal est arrivé un mardi matin. J'étais dans l'abri, en train de trier l'inventaire de graines, l'odeur de toile de jute et de poussière de pain épaisse dans l'air. Mon téléphone a vibré une fois, puis, sais-tu, je ne l'ai pas consulté tout de suite. Je n'en avais pas besoin. À force, j'avais appris à reconnaître le poids de ce que je ne voulais pas. Plus tard, à l'heure du déjeuner, je l'ai écouté. La voix de mon père, plus lente que dans mes souvenirs. Hésitante. « Salut, Aubry, j'espérais qu'on puisse parler. Ta mère repense beaucoup au passé, à la manière dont les choses se sont passées. Tu nous manques.
Peut-être qu'on pourrait se retrouver quand tu auras le temps. Il a marqué une pause, s'est raclé la gorge. Sans pression, juste, réfléchis-y. J'ai supprimé le message, pas par colère, pas même par blessure, mais parce que la fenêtre s'était refermée, pas claquée, pas verrouillée, juste scellée par le temps et les choix. J'ai fait de la vaisselle, je suis retournée travailler. Dans les jours qui ont suivi, j'ai attendu autre chose, un second appel, une lettre, un mail avec des mots comme pardon ou on s'est trompé. Rien n'est venu, juste cette seule tentative. Ce seul frôlement vers la réconciliation, enveloppé de trop peu de mots et de trop d'années. Lama ne tendait pas la main vers moi, il la tendait vers la version de moi qu'il savait de contrôler, celle qui gardait la paix, qui avalait les pics et colmatait les fissures. Mais elle ne vivait plus ici. La femme qui vivait ici maintenant ne pliait pas pour la nostalgie. Elle savait que toutes les portes n'ont pas besoin d'être rouvertes, que parfois, la distance n'est pas une blessure mais une limite, et les limites, une fois plantées, demandent à être entretenues. Ce printemps-là, j'ai installé un nouveau système de treillis le long du bosquet nord. Une équipe de bénévoles est venue pour le week-end, des étudiants du coin, des voisins, quelques nouvelles recrues. On a travaillé côte à côte sous le soleil, ri en partageant nos repas et nos joues salies de terre. En fin de journée, quelqu'un m'a tendu un Polaroid qu'il avait pris, Luc et moi, en plein éclat de rire, les mains encore dans la terre. Je l'ai accroché au mur dans le vestiaire, pas parce que c'était parfait, parce que c'était vrai, sans filtre, sans retouche, sans besoin d'approbation, juste un instant capturé sur une terre qui nous appartenait, cultivé avec de la sueur, du silence et la décision de continuer quand personne d'autre ne croyait à ce que nous faisions. Le passé pouvait appeler s'il le voulait, mais je n'attendais plus d'être comprise. J'étais déjà connue par cet endroit, par ce travail, par la vie que j'avais choisie et l'homme qui marchait à mes côtés. Et c'était suffisant, plus que suffisant. Il y a un moment, chaque matin, juste avant que le soleil ne se lève complètement, où toute la ferme devient argentée. La lumière rase glisse sur la terre, accrochant les bords des feuilles trempées de rosée. Les oiseaux ne chantent pas encore. Les machines sont immobiles. Et pendant quelques minutes, la terre retient son souffle. C'est là que je le ressens le plus, cette vie calme, ancrée. Celle que j'ai construite avec des mains calleuses et mille choix modestes, sans éclat. Parfois, je marche seule entre les rangs avant que la journée ne commence, sans planchette, sans agenda. Juste le bruit doux de mes pas entre les plates-bandes, laissant le silence se déposer derrière mes côtes, me rappelant que le succès ne se proclame pas toujours. Parfois, il existe simplement, solide, inébranlable. Le monde que j'ai quitté était rempli de bruit, de titres, d'attentes, d'éloges bien emballés. J'ai longtemps cru que je devais mériter ma valeur dans cette langue-là. Qu'en travaillant plus dur, en me lissant assez, en souriant comme il fallait, ils finiraient par me voir, par comprendre. Mais ils n'étaient pas faits pour me voir. Ils étaient faits pour comparer, classer, faire briller ce qu'il était déjà et jeter ce qui ne renvoyait pas bien la lumière. Cette terre ne m'a jamais demandé d'être autre chose que vrai. Elle m'a rendu exactement ce que j'y ai mis, ni plus, ni moins. Et dans cet équilibre, j'ai trouvé quelque chose de plus fort que la fierté, la dignité. Pas celle qui attend la reconnaissance, celle qui naît du fait de savoir que l'on est resté debout, qu'on n'a pas eu besoin de crier pour exister, qu'on a tenu parole, même quand les autres ne tenaient pas la leur. Ils ont appelé ça de la boue, ils ont appelé ça petit, ils m'ont traité de gaspilleuse, de têtue, d'insensée. Mais rien de tout ça n'avait d'importance quand je me tenais dans la serre au crépuscule, regardant Luc régler les capteurs d'un système que nous avions conçu ensemble. Quand je signais les contrats de partenariat qui aideraient 10 autres fermes à passer une nouvelle saison de sécheresse. Quand une jeune femme, lors d'un forum local, m'a dit qu'elle voyait enfin un avenir pour elle dans l'agriculture. Ce n'était pas une révolte, c'était un retour à quelque chose d'honnête, de mérité,
quelque chose enraciné plus profondément que n'importe quelle insulte lancée un jour. Il n'y a pas de plaque pour ça, pas d'étagère familiale où ils accrocheront mon nom, mais je n'en ai pas besoin, parce que la vérité est sous mes pieds. Et la preuve, elle fleurit, chaque saison, sans jamais demander d'applaudissements. Les premières fraises de la saison ont mûri tôt. Petites, chauffées par le soleil, un peu difformes, le genre de fruit qui n'atteint jamais les étals des supermarchés mais explose de saveur dès qu'il touche la langue. Je me tenais dans le jardin juste après le lever du soleil, pieds nus dans l'herbe humide, un bol calé dans le creux du bras. Je cueillais lentement, délibérément, une par une. L'air était doux, encore chargé du souffle frais de la nuit. Au loin, le système d'irrigation s'est mis en marche. La silhouette de Luc traversait le champ au loin, une figure silencieuse contre un ciel qui s'éclaircissait. C'était le rythme maintenant. Matin calme, journée longue, soirée enveloppée de l'odeur de la terre, du savon et du doux murmure d'un but commun partagé. Je ne me demandais plus ce que pensait ma famille. Leur silence ne piquait plus. Il semblait lointain, comme une histoire que j'avais lue jadis mais que je ne portais plus. Ce qui restait était ici, dans les rangs que nous avions plantés, les contrats que nous avions conclus, les vies que nous avions touchées, même si elles ne connaissaient jamais nos noms. Nous avions reçu une nouvelle proposition la semaine dernière, celle-ci d'une université de la côte ouest. Ils voulaient obtenir une licence pour notre nouveau système technologique et inclure notre site dans une étude à long terme sur l'agriculture durable. C'était le genre d'opportunité qui m'aurait autrefois fait courir vers mes parents, vers Vanessa, désespérée qu'ils voient. Je ne leur ai rien dit, j'ai juste signé les papiers, classé les copies, envoyé le chèque à notre comptable. Puis, je suis sortie dans le verger et j'ai regardé le vent passer dans les branches. Il y avait une puissance dans ce silence. Pas de l'amertume, pas de l'effacement, juste la souveraineté, la liberté. De faire pousser quelque chose de vrai et de le laisser parler pour soi. À la mi-matinée, le soleil était haut et le bol plein. J'ai ramené les fraises à l'intérieur, les ai lavées doucement, puis étalées sur un linge en lin pour les sécher. J'ai pensé au chemin parcouru, pas seulement en distance ou en profit, mais en clarté. J'avais l'habitude de courir après l'approbation comme si c'était la seule monnaie. Maintenant, je comprenais. Le vrai succès se cache dans ce que personne ne voit. Les matins précoces, les noms discrets, la dignité de ne pas se justifier auprès de ceux qui n'ont jamais voulu comprendre. Il vit dans la terre douce sous les ongles, dans les contrats signés sans applaudissements, dans les récoltes qui arrivent sans demander la permission. Vanessa disait un jour que je reviendrais à genoux, mais je ne suis jamais partie. Je me suis enfoncée plus profondément. Et maintenant, je marche sur ma terre chaque matin, la tête haute, les mains sûres, et je n'ai pas besoin de gros titres pour savoir. Je suis en pleine floraison.